pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Comment va non? Amenez-nous, ça ouvre là, ça y a créé. Amenez-nous, ça ouvre là, ça y est, tout ce qui va y avoir. On peut aller au Congo. Min fɔra jamanadenw fɛ a k'a lamɛn n bɛ min fɔ a ye a k'a faamu ce n'est qu'un début. Billahi ni min filɛ nin ye n'a ma hakili d'a ma a bɛ fɛn ye min bɛ lakali tariku la. Voilà, grande mobilisation ce vendredi sur le boulevard de l'Indépendance à l'appel de 3 regroupements, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, Espoir Mali Croix et la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko. Un seul mot d'ordre, la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Quelles sont les premières leçons qu'on pourrait tirer d'une telle mobilisation? Quelle pourrait être la réponse du pouvoir? À quoi ressembleraient les prochains jours? Des questions qui seront abordées par nos invités. Maître Cheikh Omar Konaré, avocat, Baba Dakono, juriste, chercheur, Baba Ahmed de Nord-Sud Journal et Serge Daniel, journaliste, écrivain. On va camper le décor puisqu'il y a eu des personnes hors du Mali dans la sous-région et à l'international qui ont été plus ou moins surprises par ces manifestations. Pour savoir d'où nous venons, Dikourou Cheikh Traoré campe le décor avec ce rappel historique. Sa première mobilisation sous l'ère Ibrahim Boubacar Keïta date du 10 février 2019. Ce jour, Mahmoud Dicko a drainé du monde au-dedans et au-dehors du stade 26 mars, permettant à de nombreux Maliens de se débarrasser de leur migraine en s'exprimant sur la gestion du pays, la sécurité nationale, la paix ainsi que de tous les autres problèmes auxquels le Mali fait face. O ka bin k'a kɛ yɔrɔ ye ka jamana in bin k'a kɛ jugu sago ye ka jamana in bin anw ka hɔrɔnya n'an ka danbe o ka minɛ an sigilen na nous retirer notre souveraineté pendant que nous sommes assis. Non, il faut que le peuple soit debout. Puis il y a eu le 5 avril 2019 où des dizaines de milliers de personnes ont bravé un soleil de plomb pour répondre au rendez-vous d'indignation de l'homme au pied de l'emblématique monument de l'indépendance. Ici, ce qui était au départ un rassemblement de dénonciation va vite se transformer en une demande de démission du Premier ministre d'alors, Soumeylou Boubèye Maïga. Les effets de ce deuxième meeting vont pas certes être immédiats, mais quelques jours seulement après, précisément le 19 avril 2019, l'ancien Premier ministre a rendu le tablier. Une démission dont la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dicko s'attribue la paternité, bien vrai que d'autres facteurs déclencheurs existaient avant leur sortie. Fort d'une importante capacité de mobilisation, l'imam Mahmoud Dicko avait de nouveau tapé le poing le 29 février 2020 au Palais de la Culture. À la suite de ce troisième rassemblement, l'ex-président du Haut Conseil islamique du Mali avait appelé à une autre mobilisation le vendredi 6 mars 2020. Souvenez-vous, c'est à cette même tribune que Mahmoud Dicko avait appelé les Maliens à prendre leur destin en main, ce qui lui vaudrait d'ailleurs une interpellation par la justice malienne. Finalement, la sortie du 6 mars en question n'aura pas lieu, cela grâce à la médiation de son mentor Bouye Aïdara, le shérif de Nioro. Ce 5 juin, la CEMAS prend de nouveau la rue, mais cette fois-ci plus renforcée que jamais, car pour cette sortie spéciale, la coordination de l'imam Dicko bénéficie du soutien de l'opposition officiellement dite, mais aussi de beaucoup d'autres regroupements. Et leur mot d'ordre est la démission pure et simple du président Ibrahim Boubacar Keïta.
Voilà, ça c'était l'histoire. On va revenir au présent, à la grande manifestation donc de vendredi dernier, avec ces réactions recueillies sur place par notre reporter Abdoulaye Maïga. Mon président ici, c'est la cause du Mali. Ce n'est pas la cause de personne, c'est la cause du Mali. Nous avons faim, on a des problèmes, nos parents, nos amis. Il y a tellement de morts au Mali maintenant. Bon, on souffre de tout. Vraiment, on veut que le président démissionne. Nous, on veut que soit le gouvernement change en prenant des décisions, surtout en pensant à la jeunesse, ou bien qu'il dégage et nous laisser la voix à d'autres personnes. Cette foule-là, elle est 1000 fois plus nombreuse que l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est que la légalité. Cette foule est la légitimité. C'est la légitimité qui donne naissance à la légalité. Nous sommes venus parce que ce 5 juin est nôtre. Il est nôtre pas par l'appel, mais il est nôtre par ce que représente la révolte populaire. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus. Même si nous ne faisons pas partie des organisateurs, nous sommes venus parce que le mouvement là lui-même traduit notre mouvement national démocratique et populaire. Voilà des réactions recueillies lors de la manifestation de vendredi dernier. Baba Ahmed, un premier tour de table. La question c'était est-ce que la mobilisation allait être de taille? Est-ce qu'elle allait ressembler celle du 5 avril dernier? C'était ça aussi la question. Exactement, mais on s'attendait quand même à quelque chose, on s'attendait à cette mobilisation et on voulait justement faire la comparaison avec celle du 5 avril 2019. Et on voit que le vendredi dernier, c'est moins de monde que celui que le 5 avril 2019. Par contre, les gens du vendredi dernier sont plus déterminés et ils sont plus engagés par rapport à ceux de l'année dernière. Ça, c'est ce qui concerne. Mais quand vous parlez avec les gens qui étaient là-bas, la plupart n'étaient pas là. Moi, je dirais les 80% des gens n'étaient pas là, ni pour Diko, ni pour Choguel, ni pour X, ni pour Y. Ils étaient là parce que tout simplement, ils veulent que les choses changent, parce que tout simplement, la situation pour eux, rien ne va. Et donc, ils sont venus pour plus, en tout cas pour eux, pour montrer leur mécontentement, pour que le pouvoir puisse changer son fusil d'épaule. Oui, Baba, on a l'impression que c'est un mouvement qui va crescendo. On a vu à travers le rappel historique, depuis le 10 février, le stade du 26 mars, et puis l'autre manifestation du 5 avril dernier, dans la dynamique, on a l'impression que ça va crescendo, et dans le langage, et dans la posture. Absolument, ça va crescendo et c'est d'ailleurs pourquoi l'élément tel que présenté est intéressant parce que ça place le fait du 5 juin dans une perspective qui va au-delà du factuel. Et pour rappeler que finalement le 5 juin, ça rappelle l'échec des stratégies de ralliement parce que depuis les premières sorties de l'imam Diko, on a vu beaucoup de monde aussi autour de lui, les images l'ont rappelé, mais après il y a eu d'autres événements, il y a eu des tentatives de correction, mais les mots, eux, ont demeuré et quand on écoute les gens, les mots qui sont dénoncés ne sont pas nouveaux, ce sont la personne qui est intervenue tout à l'heure l'a rappelé, elles ont faim, les personnes qui sont là, elles ont soif, ce sont des questions d'emploi, des questions de justice, de sécurité. Ces mots-là ont été toujours dénoncés par l'imam Diko. Mais dans le traitement qui a suivi les premières sorties, il y a eu beaucoup plus une tentative de ralliement de personnes que véritablement de prise en compte des mots qui ont été décriés. Maître Cheikh Markonari. Moi, je voudrais qu'on aille au-delà de l'événementiel pour disséquer les causes de cette mobilisation. Pour moi, la principale cause, ou du moins la cause profonde de toute cette mobilisation, de toute cette contestation de rue, c'est le dévoiement du processus démocratique depuis 1992. Vous avez voulu implanter la démocratie chez nous dans un pays à majorité analphabète et pauvre. Alors, la majorité est censée gouverner, l'opposition est censée s'opposer,
jusqu'au prochain renouvellement des institutions. Mais lors des votes tendant au renouvellement, les suffrages sont toujours frauduleux. Soit parce que l'élection a été mal organisée, soit parce que les votes ont été achetés à coups de milliards. Alors cela empêche l'alternance démocratique tant au niveau de Kourouba qu'au niveau de l'Assemblée nationale. Depuis 1992, c'est comme ça. En 1997, il y a eu crise post-électorale. En 2002, il y a eu crise post-électorale. En 2018, il y a eu crise post-électorale. Tout cela parce que le pouvoir qui est en place, de concert avec la Cour constitutionnelle, empêche le renouvellement par le vote. Donc, il y a des gens qui restent dans la rue et qui n'ont aucune espèce d'échappatoire, aucun autre moyen pour venir au pouvoir ou pour participer au pouvoir que la rue. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher cela? Il faut les sortir de la rue et les intégrer au processus institutionnel et les intégrer dans la marche des institutions. C'est ce que je n'ai pas cessé de préconiser depuis 2018. D'accord, on va revenir vers vous dans un... L'ouverture est une nécessité pour pallier les défaillances de la démocratie. D'accord. Serge Daniel, je voulais demander une petite précision, parce que tout à l'heure on a vu sur les images le ministre des Affaires étrangères, mais moi j'étais à la manifestation, il n'était pas à la manifestation. Est-ce qu'il était à la manifestation? C'était le Palais de la Culture. Ah d'accord, donc c'était une autre manifestation. Bon, je voulais être sûr pour qu'on ne parle pas des troncages d'images. Ce que moi je veux dire, je veux revenir aux images. Mahmoud Dicko, pour moi, est désormais le chef de l'opposition malienne. Le chef de l'opposition politique malienne. Deuxième image, pour ce premier tour de table, le rassemblement a eu lieu un vendredi. C'est la première fois, ou quasiment la première fois, les fidèles, après avoir prié un vendredi, vont à une manifestation politique. Il y a eu une manifestation, je crois, il y a une dizaine d'années, c'était à la chute de Kadhafi, pour soutenir Kadhafi. Les fidèles musulmans sont sortis dans la rue après la prière. Mais après la prière du vendredi, la grande prière de vendredi, parce que certains ont prié sur place, Alexis, toi tu n'étais bon, Alexis n'était pas là. Certains ont prié sur place, à la place de l'Indépendance, mais d'autres ont prié dans d'autres mosquées avant de venir là. Attends, je porte bien mon masque parce qu'on ne sait jamais. Ouais. Et donc ça m'a impressionné. Donc pour moi, ce premier tour de table, le nouveau chef de l'opposition malienne, c'est Mahmoud Dicko. Justement, Mahmoud Dicko, que nous allons écouter ici, lors de la manifestation, il a lancé un ultimatum à l'endroit du président Ibrahim Boubacar Keïta. Mahmoud Dicko, que nous écoutons justement ici. Je reviens là-dessus. Comme à l'aide de l'ultimatum fait, nous avons fait une table. Si nous avons fait une table, ka flake ka sabake ka diri la ba mu tala me billahi na ka be nin korobo abotugo jamana ngono abela kali tarikula. Voilà, pour Mahmoud Dicko, si jamais le président ne tenait pas compte de cet ultimatum, sa sortie du pays entrerait dans les annales Baba. Manifestement, on est dans des positions inconciliables. Il demande la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, on vient de l'entendre. On a l'impression que la porte elle est ouverte, il n'y a pas une autre solution. Apparemment, si ce n'est pas la démission du président Ibeka, à en croire à l'imam Dicko. Bon, il a dit que sa sortie du pays ou du pouvoir, si vous voulez dire, si vous voulez, que ça allait rester dans l'histoire. De toutes les façons, la sortie du BK va rester dans l'histoire, d'une manière ou d'une autre. Même s'il passe les pouvoirs de façon démocratique. Mais je pense que ce que Dicko a dit, il faut le prendre très au sérieux. C'est pas que Dicko, mais ce que Dicko dit, il reflète en fait ce qui s'est dit au niveau de cette place-là. Moi, je parlais avec des cadres maliens, des banquiers, des gens qui sont venus pour crier leur ras-le-bol. Et pour moi, il y a deux choses. Il faut absolument tenir compte de ces meetings-là,
parce que c'est des gens qui se sont exprimés pour dire que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas dans ce pays et qu'ils vivent une précarité. Deuxième chose, il faut répondre à leurs revendications. Ils demandent la démission du Premier ministre Boubou Cissé. Bon, Alexis n'est pas là, sinon il allait me contredire. Ils demandent la démission de Manassa, qui est la présidente de la Cour constitutionnelle, et la dissolution de l'Assemblée. Ou revenir sur les élections contestées au niveau des législatives dernières. Et cela peut se passer lors des prochaines élections partielles au mois de novembre prochain. Donc voilà les trois choses que les manifestants demandent. Et moi, quand vous regardez les fonds, ils n'ont pas totalement raison. Le fond du problème est là. Les gens ne comprennent pas qu'ils partent voter et que la Cour constitutionnelle donne un autre résultat. Et pire que ça, quand vous parlez avec les politiciens, ils marrent surtout parce qu'ils perdent qu'en 2023, que les Maliens votent et que ce que la Cour constitutionnelle va donner, c'est un autre résultat. Et là, cette fois-ci, c'est encore plus grave parce que ça concerne le président de la République. Oui, Babara Kono, sur la posture de Diko, de la sémence du FSD, de Espoir Mali Koura, parce qu'on ne le dit pas, cette fois-ci, la sémence est avec tous ces mouvements-là. Oui, effectivement, je rejoins partiellement ce que Baba Ahmed vient de dire, parce qu'il y a la posture, mais au-delà de la posture, il y a les revendications, il y a l'intérêt des manifestants. Et à les écouter, c'est l'amélioration de la gouvernance, l'amélioration de ces conditions-là. Donc il faut fondamentalement se demander, est-ce qu'un départ précipité aujourd'hui du chef de l'État va contribuer à l'amélioration de ces conditions-là? Et la réponse, c'est pas sûr, c'est pas certain. Maintenant, il est important d'être attentif à ces revendications-là. Comme je l'ai dit, ce sont des revendications légitimes et qui reviennent depuis 3 ans sous plusieurs formes. Et je pense que jusque-là, peut-être il y a eu une chance énorme pour le pays que, à la tête de cette revendication-là, elle soit portée par une personne qui, jusqu'à présent, n'a pas voulu aller en présence de la foule jusqu'au bout de la démonstration de force. Et c'est une chance peut-être qui n'est pas éternelle. Donc il y a le momentum, il est important. Nous sommes à une phase décisive où les pouvoirs publics, au premier plan, le président de la République doit être réceptif à l'expression de cette colère populaire-là. Une colère ambiante qui est là depuis quelques années. Elle s'est exprimée à plusieurs reprises. Elle s'est exprimée lors des coupures intempestives, elle s'est exprimée lors du rejet des élections, elle s'est exprimée le 5 juin et c'est sûr qu'elle va continuer à s'exprimer. Donc, face à cette colère ambiante, il faut se demander qu'est-ce qui peut impérativement ou fondamentalement répondre à ça. C'est l'amélioration de la gouvernance. C'est que les pouvoirs publics soient réceptifs à ces revendications-là. C'est trouver un cadre institutionnel à travers lequel les personnes peuvent s'exprimer. On a pensé, pour reprendre ce que Maître Konaré disait tout à l'heure, dans le jeu démocratique, que l'Assemblée nationale serait une tribune pour l'expression de ce que le peuple pense ou de ses aspirations. Mais cela n'a pas été le cas. Donc il est important, en plus du fait d'établir un débat politique régulier entre les décideurs et la société civile. Donc il y a un certain nombre d'éléments à prendre en compte et ce qui est important pour finir sur ce propos, c'est de regarder le fond de la revendication et non peut-être les personnes ou non les discours qui sont souvent tenus pour haranguer les foules. Oui, Maître Konaré, selon vous, d'où viennent la certitude et la sérénité avec lesquelles l'imam s'adresse? Est-ce que c'est le nombre, la foule qui est là, ou est-ce que c'est parce que la CEMAS cette fois-ci est adossée à d'autres forces politiques? D'où viennent cette certitude et puis cette sérénité dans le langage? L'analyse que je viens de faire par rapport aux mauvaises élections vaut pour les politiques qui accompagnent Diko. Il faut corriger cela pour que ces politiques-là puissent espérer en un avenir politique. Quant à Diko lui-même, son irruption sur la scène politique est favorisée par la faillite des contre-pouvoirs institutionnels. Parce que les contre-pouvoirs ont été créés par la Constitution et par la loi pour contrebalancer le pouvoir de l'exécutif. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de contre-pouvoir institutionnel au Mali. Tous les pouvoirs sont entre les mains du président de la République. Personne n'ose le contester parce que tout le monde a peur de perdre ses privilèges. Ça, c'est un aspect
qui permet à Diko de faire irruption sur la scène politique et de se porter en contre-pouvoir de l'exécutif. Mais un contre-pouvoir venant de la rue. Maintenant, ce qu'il demande, la démission du président de la République, moi je ne crois pas qu'il pense sincèrement qu'à sa seule demande, le président de la République va démissionner. Pour moi, c'est une offre de dialogue. Quand on attaque le président de la République lui-même, il serait prêt, effectivement, à faire des concessions qu'il n'a jamais faites depuis 2018, début de la crise politique qui sévit dans notre pays. Donc c'est une offre de dialogue. Le président doit maintenant réfléchir aux moyens de satisfaire la grande masse qui est sortie le 5 juin. Les moyens de satisfaire cette masse, il les a. Ce que la loi permet, il peut le faire. Ce que la loi ne permet pas en temps ordinaire, il peut aussi le faire en usant de l'article 50 de la Constitution. Bien entendu, tout cela devrait être sous-tendu par la volonté de donner des gages pour la régularité des futures élections et par une ouverture politique porteuse de paix. Vous vous souvenez, chaque fois qu'il y a eu ouverture politique dans notre pays, la paix est revenue. En 1997, le pays était entièrement opposé, entre majorité et opposition. Il a suffi que ATT pratique la politique du consensus pour que la paix revienne. En 2018, il y avait des bagarres tous les jours dans les rues. Il a suffi de l'accord politique de gouvernance, malgré ses insuffisances, pour que la paix revienne au moins pour 1 an. Donc, si on pratique un accord de ce genre à large échelle, on peut encore gagner la paix pour 3 ans. D'accord. Serge Daniel, je constate que vous laissez beaucoup la parole. Non. La star, non. Voilà. Non, Moi, ce que je veux dire, je veux dire 3 choses. Tu as fui le coronavirus, voilà. Moi, je veux dire 3 choses. Diko est plus subtil. Il ne demande pas la démission du président, comme ça. Il dit si le président ne change pas, il va voir ce qu'il va voir. C'est plutôt en termes de bagarreur, je te rejoins un peu. C'est-à-dire, il veut discuter, négocier. Ça, c'est important. Mais franchement, j'étais au meeting. Je suis resté longtemps. J'ai discuté longtemps avec les gens. Il y a une lame de fond dans ce pays aujourd'hui. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle ne passent pas. C'est-à-dire que j'ai vu des gens de la majorité, des gens de l'opposition, des gens qui n'ont pas d'opinion. Moi, je ne veux pas faire du Manassa, bashing, taper là-dessus à la cour, on est sur les 9 sages. Mais je veux révéler ici un fait. Les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle ne passent pas. Et pas seulement à Bamako. Il faut qu'on tienne de ça. L'autre chose que je voulais dire, vous parlez tout à l'heure de négociation, de dialogue. Il y a eu le dialogue national inclusif. Et je pense que là, c'est une pierre dans le jardin du gouvernement. Le dialogue national inclusif avait décidé de mettre sur pied une commission, un comité de suivi. Je sais que le Premier ministre a eu une rencontre il y a environ 1 mois avec les partis politiques, mais ce comité de suivi n'a pas été actif. Parce qu'on pourrait rebondir sur le dialogue, les conclusions du dialogue national inclusif, mais il n'y a pas eu de suivi. Donc dans la démarche gouvernementale, peut-être qu'on va parler des solutions tout à l'heure, parce que moi j'ai beaucoup apprécié le communiqué du gouvernement à l'issue de ces manifestations, où on voit clairement qu'ils veulent négocier, mais il ne faut pas donner l'impression de faire un discours pour satisfaire seulement les gens. Il faut maintenant de l'action. Parce que le comité de suivi des conclusions du dialogue national inclusif, ce comité, je pense qu'il n'a pas fait le boulot qu'il fallait faire. Oui, Baba, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, 2 choses. Maître Konaré vient d'évoquer tout à l'heure l'article 50. D'abord, il faut savoir qu'aujourd'hui, une partie de la contestation, c'est les pouvoirs du président de la République. C'est pourquoi je ne pense pas que dans l'immédiat, un changement, par exemple, de président soit la solution. Parce qu'une partie du problème qui cristallise, c'est les pouvoirs qui sont entre les mains du président de la République. Et dans ce contexte et dans cet environnement, Maître Konaré préconise d'augmenter les pouvoirs du président de la République. Je pense que ça peut être une fausse bonne idée dans le contexte actuel. L'autre chose, c'est qu'il y a une partie
juridique dans ce problème. Il faut trouver une solution juridique au problème juridique. Mais on ne peut pas donner une solution juridique à un problème politique. Et là où je le rejoins, c'est que le président de la République, chef de l'État, a aujourd'hui les moyens d'activer ces solutions politiques-là. Et les solutions juridiques aussi aux problèmes juridiques doivent être trouvées. Et quand on voit les textes, ces solutions existent et peuvent opérer. Oui, Baba, ok, rapidement. Baba oui. m'a très mal compris. Ok, précisez je ne dis pas d'augmenter les pouvoirs. Ne prenez pas 10 minutes. D'accord. Voilà, je dis que le président a les moyens légaux de régler les contestations. Mais peut-être il faut expliquer ce que la loi l'article 50. L'article 50 dit quoi? Ce que la loi prévoit, le président peut le faire. Ce que la loi ne permet pas, le président peut surmonter cet obstacle à travers les pouvoirs exceptionnels que lui donne l'article 50. Donc il est renforcé en termes de pouvoir. Non, cet article existe déjà. Vous parlez de pouvoir exceptionnel. Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas. J'ai dit qu'il en fasse usage dans un contexte où justement on pense qu'il a trop de pouvoir. Je pense que ça peut être contre-productif. C'est ce que je vous ai dit. Je n'ai pas dit qu'il invente d'autres pouvoirs. J'ai dit qu'il en fasse usage dans le contexte actuel, peut-être contre-productif. D'accord, Baba Dakono et Maître Konaré, on va revenir aux implications institutionnelles, aux solutions. Mais la question que j'avais envie de vous poser, Baba Ahmed, comment se peut-il que seulement 2 ans seulement après la réélection du président de la République, qu'on puisse assister à une telle grogne sociale, 1 an après la signature de l'accord politique de gouvernance, et puis quelques mois après un dialogue national dont on a dit inclusif, comment se peut-il qu'après tout ça, il y ait cette dégradation du climat social? C'est dit à la politique. Et c'est là que je voulais dire que le fait de ramener des gens de l'opposition comme Tchèvele Dramé, ça ne sert à rien si on ne change pas les politiques de fond. Quand vous appelez les gens, ils vont venir, ils vont signer, ils vont rentrer dans le gouvernement, mais que la gouvernance en tant que telle, le système en tant que tel n'améliore pas les conditions de vie des Maliens, ça ne change pas, ça ne sert à rien. Y compris demain, on va mettre des gens de la CEMAS ou d'autres personnes de Choguel ou d'autres dans le gouvernement. Du moment où, dans le fait, le gouvernement ne change pas sa politique de satisfaire les Maliens, d'autres têtes vont émerger, d'autres contestations auront lieu, et ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de travailler sur les problèmes relevés. Et moi, je pense que la Cour constitutionnelle, et Serge vient de le dire, la Cour constitutionnelle a réveillé des graves dysfonctionnements. Parce que n'oubliez pas, et Serge il parle de communiqué du gouvernement, très courtois, au ton très diplomatique, il parle du respect des institutions. Mais moi, j'ai envie de dire que la première institution au Mali, c'est le peuple. Ces institutions, ils ne sont rien qu'un mécanisme pour satisfaire le peuple. Ils sont au service du peuple. Et en aucun moment, le peuple ne peut pas vénérer ces institutions. Ils sont là pour servir le peuple. Et c'est le peuple qui les a mis en place. Donc, je pense que ces institutions doivent respecter, à commencer par le vote du peuple. Et c'est là que la Cour constitutionnelle a malheureusement contribué à cette dégradation des climats politiques et cette tension sociale. N'oubliez pas qu'on est dans une période de coronavirus et on voit ces tensions en France, aux États-Unis et dans pas mal de pays. C'est dû à la précarité. Bon, le Mali, c'est un pays aussi pauvre qui est aussi très fragile et qui subit les conséquences économiques du coronavirus. Et c'est là qu'il faut être subtil aussi pour répondre aux populations. Oui, Baba Maître a parlé d'offres de dialogue tout à l'heure. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut dire que le mouvement est dans la surenchère? Peut-être on exige la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir quelque chose en dessous. C'est un mouvement populaire, c'est un mouvement contestateur. Donc le discours, il doit porter sur des messages qui rassemblent, des messages de formules fortes qui puissent mobiliser. Mais ce que j'ai dit il y a un instant, c'est qu'il faut aller au-delà du discours qui est une bannière portée par les organisateurs de la manifestation pour s'intéresser à ce qui a contribué à avoir autant de monde derrière la manifestation. Parce que c'est pas au-delà de ce que les organisateurs disent, il y a la sève
qui alimente la mobilisation. Donc il faut s'intéresser à ça. Et dans ça, je vais me répéter peut-être, mais ce sont les mots de la gouvernance, les défaillances dans les rapports entre pouvoir public et citoyen qu'il faut soigner. Et le problème, c'est que ces mots sont connus depuis des années. Et un accord politique, s'il doit aboutir à une feuille de route qui permette de prendre en charge ces revendications légitimes, oui, mais si c'est un accord politique ou un autre dialogue qui va aboutir au ralliement de ceux qui ont porté cette mobilisation, je pense qu'on n'est pas loin d'une autre manifestation. Oui, Sir Daniel, on apprend ça et là qu'il y a des tractations, qu'il y a des réunions. Comment est-ce que vous voyez en termes de perspective les prochains jours? Il pourrait ressembler à quoi? Moi, je pense qu'après la déclaration du gouvernement, il va y avoir des tractations, notamment verticaux. Je pense que certains vont... Peut-être que ce soir, il y a une rencontre importante qui va se dérouler. Maître m'en parlait tout à l'heure, je vais lui laisser le soin de le dire s'il est courageux. Et c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il faut le dialogue. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous... Il y a longtemps, je n'étais pas là, donc je vous taquine. Donc, ce qui est important, c'est-à-dire qu'il faut quand même... quand on prend des résolutions, il faut les appliquer. Moi, le dialogue national, moi j'aurais bien voulu que le dialogue national inclusif donne tort à ceux qui n'ont pas participé au dialogue. Mais on est en retard sur le chronogramme du dialogue national inclusif. C'est cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait une crise pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Tu vois. Le dialogue national inclusif, le président de la République a dit je mets sur pied un comité de suivi du dialogue. Mais on n'a pas travaillé assez dans ce dialogue. Le dialogue national inclusif a tout dit, si vous voulez. A extrêmement tout dit. Mais la lame de fond, et je voulais revenir là-dessus, et je voulais dire la même chose que vous. Moi, je pense que 90% de ceux qui ont manifesté vendredi, ils n'étaient pas d'accord avec les résultats des élections législatives. Qu'ils aient raison ou tort, je ne vais pas dire, moi je ne prends pas parti, mais ça a été le constat que j'ai fait sur place. Surtout, il y a une dame qui m'a dit, ça ne s'est pas passé seulement à Bamako, ça s'est passé à Bamako, ça s'est passé à Sikasso, ça s'est passé à Kaï, ça s'est passé au centre également. Donc il y a un problème là. Il y a peut-être une explication de texte à faire de la part de la Cour constitutionnelle. J'ai appris qu'il y a un responsable de la Cour qui s'est exprimé dans un média pour dire comment il travaille, etc. Je n'ai pas suivi l'émission. Peut-être qu'il faut faire une émission grand public pour expliquer comment il fonctionne. Pourquoi on est arrivé à ce résultat? Surtout des gens qui m'ont dit, déjà le taux de participation n'est pas élevé, et voilà qu'on efface des voix, on annule des voix. Juridiquement, maître nous le dira, peut-être que la Cour a le droit d'annuler les voix, mais ça ne passe pas. Je pense qu'il faut faire attention, puisqu'on dit les causes, depuis 2 ans, il y a des crises, oui, mais il y a toujours des causes immédiates, L'une des causes immédiates, je vous assure, le sentiment que j'ai, le sentiment profond, ce sont les résultats prononcés par la Cour. Oui, maître, on a l'impression que cette Cour ne fait pas bonne presse. Il suffit que Manassa prenne la parole ou bien que la Cour produise un communiqué pour que les réseaux puissent s'enflammer, par exemple. Un discrédit sur la Cour constitutionnelle. De l'échec du dialogue national, si je l'ai bien compris. Je n'ai pas dit l'échec, j'ai dit qu'il n'y a pas eu de suivi. Le dialogue national inclusif a pris des résolutions. Bien avant ce dialogue, je vous avais annoncé qu'il n'aboutirait à rien. Pour la bonne raison que l'objet a été raté. L'objet, c'était de réconcilier l'opposition et la majorité et de dégager une feuille commune de route afin que le pays aille dans l'unité au devant des défis qui l'assaillent. Cet objet-là n'a jamais été au cœur du dialogue. Il s'est plutôt agi de rassembler des gens sur des documents comme le code foncier ou des histoires qui n'intéressent pas le fond des préoccupations des Maliens. Maintenant, ce dialogue a échoué et la preuve, c'est que la rue est encore remplie de contestations. Alors donc, aujourd'hui, la solution est simple, c'est l'ouverture politique. Il faut une ouverture politique suffisante qui aille au-delà de l'accord politique de gouvernance. Faire en sorte que tout le monde s'entende sur une nouvelle feuille de route, faire en sorte que le Mali retrouve l'union sacrée et puisse effectivement mettre en œuvre résoudre les préoccupations des populations. Ces préoccupations sont d'ordre sécuritaire, sont d'ordre économique, mais aussi politique et institutionnel. Par exemple, comment est-ce qu'on va réviser la Constitution dans un contexte pareil?
sans un accord entre l'opposition et le pouvoir, comment on va le faire? D'accord. Alors, comment est-ce qu'on va réformer le système électoral sans un accord entre l'opposition et la majorité? Donc, il faut une ouverture, il faut une nouvelle feuille de route, sans quoi on va encore s'enliser dans des batailles de rue. On va revenir vers vous, le temps de lire certaines réactions sur la page Facebook, le débat du dimanche. Khalilou Sidibé, pour qui le dialogue inclusif n'a servi à rien. Monsieur Amadou Seri, le président de la République et le gouvernement doivent prendre leurs responsabilités pour répondre aux attentes de la population. Et puis, Cheikh Omar Sow, on veut une vraie armée de l'air bien dotée. Voilà, des réactions, vous pouvez les lire sur la page Facebook, le débat du dimanche. Baba Ahmed. Je pense très clairement que par rapport à ce que Cheikh Omar vient de nous dire, c'est que moi j'entends un peu ce que vous venez de le mentionner, j'entends un peu qu'il y a des regroupements par-ci par-là pour la suite réservée, et j'entends aussi de l'autre côté qu'il y a aussi des propositions de faire une contre-marche. Mais tout ça dans un climat actuel de tension n'est pas bon. Pendant cette pandémie et tout ça. Moi, je pense qu'il faut faire très attention à ces différentes manifestations parce qu'on ne sait pas à quoi ils peuvent aboutir. Ça, c'est de deux, je pense très clairement que les gens aujourd'hui, en tout cas les manifestants qui étaient là le 5 juin dernier sur la place de l'Indépendance, ils demandent trois choses. Ils demandent de relever Boubou Cissé, d'enlever Manassa. Moi, je suis tout... Si, c'est les trois. De la démission du président Ibeka. Bon, changer Boubou Cissé, changer Manassa et puis la Cour constitutionnelle... l'Assemblée... oui, bon, je sais que c'est ton ami, donc laisse-moi parler quand même. Et puis dissoudre l'Assemblée nationale ou organiser des élections là où il y a eu contestation, c'est-à-dire que revenir sur cette décision de la Cour constitutionnelle là où il y a des litiges et reprendre à nouveau. Moi, je pense qu'il faut vraiment répondre aux exigences, en tout cas, des gens qui ont marché le 5 juin dernier. Et de là, peut-être, commencer à satisfaire leurs revendications. Après l'ouverture politique dont on parle, franchement, pour moi, si ça servait à quelque chose, les gens qui ont ratifié l'accord politique, ça allait changer. Je vous rappelle qu'il y a eu le dialogue inclusif qui est resté. Et sa mise en œuvre, c'est Boubou Cissé qui doit le faire, mais il ne l'a jamais fait. Donc, pour moi, il faut tout simplement changer de fusil d'épaule et de travailler, pour moi, beaucoup plus. Bon, on nous demande souvent de hiérarchiser l'information. Si on fait cet exercice, la principale demande lors de la manifestation, je crois bien la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Baba Dankono, si on doit se projeter dans les perspectives, les prochains jours, selon vous, pourraient ressembler à quoi? Mais les prochains jours pourraient ressembler parce que c'est une manifestation qui a drainé beaucoup de monde. Donc on serait dans une guerre de propagande sur les réseaux, sur les médias. Mais je pense que ceux qui sont aujourd'hui en train de faire l'histoire du pays doivent se mettre au-dessus de cette propagande-là pour trouver les meilleures solutions et en ayant à l'esprit, en toile de fond, les véritables problèmes. Serge a parlé des causes immédiates. Oui, je partage son avis sur le fait que les résultats des élections législatives constituent des causes immédiates. Mais il y a les causes profondes qui ne doivent pas être ignorées parce que si on est dans la situation aujourd'hui, c'est qu'au préalable, il y a eu des accords politiques, il y a eu le dialogue national. Et pour revenir sur ces deux éléments, je ne pense pas que le dialogue national inclusif en soi a été un échec. Ça a été une tribune d'expression, ça a été un espace de rencontre entre des gens dont on ne pensait pas entre 2012 et 2015 qui pouvaient se retrouver dans une salle une fois. Donc ça a été une très belle occasion et ça a été une très belle opportunité. Malheureusement, l'opportunité n'a pas été utilisée comme elle devrait l'être. Donc il faut avoir à l'esprit qu'il y a eu des précédents. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est aussi une période, et ce sont toutes les périodes de crise qui offrent les perspectives de véritables changements. Et si on s'y refuse, c'est là où la situation, où les enjeux peuvent être dramatiques. Oui, très rapidement, pour dire que les réseaux
réseaux sociaux ne font pas la révolution. La révolution se fait sur le terrain avec des hommes. Les réseaux sociaux ne font pas la révolution. La deuxième chose que je souhaitais dire, c'est que depuis vendredi, je sais que le président de la République reçoit et qu'il écoute. Ce n'est pas la première fois que vous allez me dire qu'il reçoit et qu'il écoute, mais on va probablement aller vers une décrispation. Moi, je ne vois pas, de là où je suis, de mon poste d'observateur, je ne vois pas la situation se bloquer davantage. Je vois plutôt le gouvernement ouvrir des négociations, je ne dirais pas lâcher du lest, mais ouvrir des négociations, écouter les gens. C'est pour ça que je reviens sur le discours du gouvernement, c'est quand même important. On parle d'aspiration légitime des populations, comme si on légitimait en partie les manifestations, comme si on comprenait les gens qui n'étaient pas contents. Donc ce ne sont pas, à mon avis, des mots pour rien. Oui, alors, deux choses par rapport à ce que Serge dit, que je partage, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus au niveau du gouvernement, c'est au niveau du président de la République et aussi des acteurs politiques qui le soutiennent. Il y a certaines décisions courageuses qui doivent être prises par les acteurs politiques qui se réclament de la majorité. Il faut que ces décisions soient prises. Et il y a le fait qu'il y a une année, oui, c'était le gouvernement, mais j'ai l'impression qu'il y a presque plus de fusibles et que c'est le président de la République aujourd'hui qui peut, si on espère à ce que la situation soit décrispée, c'est le président de la République qui en est la clé de voûte. Oui, le silence, justement, Maître Konaré, du président de la République, depuis l'annonce de la manifestation, également l'après-manifestation, comment est-ce que vous l'interprétez, vous, de la stratégie, de l'écoute, hein, comme Serge vient de le dire, en quoi il peut être important dans ce contexte-là, le président de la République? La solution de tous ces problèmes-là se trouve entre les mains du président de la République. C'est lui qui forme le gouvernement. Mais son silence, il a demandé. Non, mais j'arrive. Donc, il met dans le gouvernement qui il veut. C'est lui qui peut demander, par exemple, à Manassa de démissionner. Je ne dis pas que ça c'est légal, mais c'est tout à fait possible entre eux, d'autant que le mandat de Manassa se termine en 2021. C'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée, donc c'est lui qui a tous les pouvoirs pour régler la situation. Mais avant de prendre une décision, il faut d'abord savoir réellement ce que veulent les manifestants et leurs leaders. Ensuite, il faut écouter la majorité. Il faut ensuite lire les textes, voir la faisabilité de telle ou telle option. Et en attendant, le président est obligé d'observer le silence. Mais il faut aller vite. De travailler discrètement. Je pense quand même, Maître Konaré, il faut aller vite. Oui, bien sûr. Pour ne pas être à la remorque des événements. Bien sûr, bien ça me semble quelque chose de très important si on ne va pas vite. Bien le président de la République écoute. Il rencontre des gens. Il faut à un moment prendre les décisions. Si vous prenez politiquement aujourd'hui, l'accord politique de gouvernance, les partis qui ont signé cet accord sont plus nombreux que les partis qui ne l'ont pas signé. Mais malgré ça, ça ne fonctionne pas. Malgré ça, nous avons eu cette manifestation. Deuxième élément qui me semble important, il y a eu une nouvelle Assemblée nationale. Donc le Premier ministre doit rendre sa démission. C'est dans la Constitution. Reconduit ou pas reconduit. Est-ce que dans l'atmosphère actuelle, avec ce qu'il y a eu vendredi, est-ce qu'il faut imaginer une sortie de crise par la composition d'un gouvernement de large ouverture, etc. Ça ne suffira pas. Parce que je pense que c'est assez profond. C'est vrai, vous l'avez dit, il y a des problèmes depuis. Mais franchement, encore, et c'est la dernière fois que je le dis ce soir, je vous en prie, les résultats prononcés par la Cour constitutionnelle ne passent pas. Oui, je le sens profondément. Et c'est un vieux routier, c'est un jeune vieux routier qui a 25 ans de métier dans un pays qui vous le dit. Et croyez-moi, je ne suis pas en train de rigoler. Oui, Baba, on est toujours dans les perspectives. Hein. L'architecture institutionnelle qui pourrait résulter de tout cela. Certains parlent de la démission de l'Assemblée nationale, la démission du gouvernement. Est-ce qu'on est en train d'aller vers une espèce de transition présidée par Ibrahim Boubacar Keïta? Comment est-ce que vous voyez cette architecture institutionnelle si jamais Diko et les politiques ont gain de cause? Dans tous les cas, les 2 dernières années du président auraient été une période de transition parce qu'il ne pourrait être candidat au terme de ce second mandat. Donc ça aurait été dans tous les cas une période de transition. Maintenant, quelle forme cette transition va prendre? Vous l'avez rappelé vous-même, avec lui à la tête de l'État, je pense qu'on est unanime sur le plateau qu'il va falloir ramener beaucoup plus de consensus dans la gestion du pays et qu'il soit à l'écoute et qu'il soit réceptif
aux revendications, certaines revendications sociales, des revendications politiques, d'autres types de revendications, et que finalement ce soit un président accessible pour ces personnes qui sont aujourd'hui comme des sortes de porte-voix de toutes les frustrations. Oui, Baba Ahmed. Je pense vraiment que dans une situation pareille, vous savez, quand un président est vers la sortie, il est toujours dans une position un peu de faiblesse. Faiblesse parce que tout simplement les gens qui sont autour de lui, à un moment donné, chacun cherche à se repositionner. Et donc, on est dans une situation similaire. Mais ce qu'il faut, peut-être que le président doit se ressaisir, doit prendre vraiment les dossiers en main, nommer un Premier ministre qui n'est pas candidat pour 2023, apolitique, et qui va travailler exclusivement sur la bonne gouvernance, mais aussi sur cette transition pour aller vers 2023. Je vous rappelle que l'Union européenne et beaucoup d'observateurs pendant les élections de 2018 avaient émis certaines réserves sur la manière dont on organise les élections, notamment sur les fonds étrangers, et les gens ne comprennent toujours pas comment est-ce qu'un président étranger ou quelqu'un d'étranger peut mettre des fonds pour quelqu'un qui va devenir président du Mali. Et pire encore, il va jusqu'à chez lui. Quand vous êtes élu par les Maliens, vous ne devrez pas être reconnaissant pour quelqu'un d'autre, vous êtes reconnaissant uniquement pour les Maliens. Et donc, il va falloir reformuler, travailler sur cette structure et l'assainir pour organiser les élections de 2023. Mais comme j'ai dit, c'est-à-dire il ne faut pas quelqu'un qui veut se présenter, qui va faire des combines politiques, qui va faire... Non. Il faut vraiment que le président ressaisisse, qu'il prenne les dossiers en main et qu'il commence à aller dans les centres, dans le nord, et peut-être moins utiliser les envoyés spéciaux ou les représentants spéciaux. Et d'autre part, il faut un Premier ministre qui va travailler correctement et surtout travailler, parce qu'aujourd'hui, pour apaiser les climats politiques, il faut quelqu'un qui donne la confiance aux hommes politiques pour qu'ils soient sûrs qu'ils vont aller sur un terrain vraiment assaini, propre pour les élections de 2023. Oui, Maître Konaré, moi j'ai l'impression que le pouvoir est en train de minimiser ces manifestations-là, somme toute réussies historiques. On a l'impression que pour le pouvoir, c'est des tempêtes dans un verre d'eau. J'ai cette impression-là que c'est minimisé. Non, pas du tout. Mais il faut aussi croire que le pouvoir a besoin de montrer à l'opinion qu'il n'abdique pas devant les manifestants. Le pouvoir a besoin de sauver la face. C'est pourquoi il se tait, ce qui peut donner l'impression d'une sorte d'indifférence. Mais il n'y a pas d'indifférence parce qu'il y a des tractations en cours. Alors ce que moi j'ai dit, je le répète, il faut une nouvelle feuille de route. Aujourd'hui, pour parler du fond de mon cœur, j'estime que le Mali n'a même plus besoin d'opposition. Ça ne sert à rien. L'opposition doit disparaître. Il faut l'union sacrée pendant les 3 ans jusqu'à ce que le Mali retrouve sa sécurité. Jusqu'à ce que le Mali vainque le coronavirus. Jusqu'à ce que le Mali réforme tous ces textes électoraux de manière à ce que les futures élections soient vraiment transparentes et acceptées par tous. L'opposition, comment on appelle ça, la semi-opposition et autres, là, c'est bon pour les Français et les Danois. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de ça. Je ne pense pas que le pouvoir minimise la situation, pas du tout. Je pense qu'il y a des rapports, il y a des échanges, etc. Le président de la République est au-dessus de la mêlée. C'est pour ça, tout le monde autour de cette table quasiment dit, c'est lui qui a la solution. Parce que lui, demain, il peut décider de choisir telle personne pour diriger le gouvernement, telle personne au ministère de l'Intérieur. C'est lui le chef suprême. Donc la balle, c'est pour ça qu'on dit que la balle est dans son camp. Là où je suis d'accord avec Maître Konaré, ça nous arrive parfois, mais dans un autre style, c'est que j'ai toujours dit, il y a plusieurs années, quelques années, qu'il faut que les hommes politiques maliens s'entendent sur un SMIC politique. S'entendent sur un SMIC politique et qu'on gouverne ensemble. Parce que si vous prenez le programme de l'opposition, le programme de la majorité, je ne vois pas où c'est la différence. Surtout qu'économiquement, ici, nous sommes dans une tradition de pays de gauche, si vous voulez. Ceux qui ont signé l'accord politique de gouvernement... Ils ont même fait des listes communes. Oui, mais c'est ce que je veux dire. Ceux qui ont signé l'accord de gouvernement, et j'en aurais terminé, vous avez des partis
des responsables de partis ayant signé l'accord de gouvernement qui étaient candidats en 2018 uniquement contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, mais qui se trouve aujourd'hui être dans la mouvance présidentielle. J'ai vu une image terrible d'ailleurs à la présidence au palais à Koulouba la dernière fois, l'un des responsables de ce mouvement, qui était vraiment opposé, qui était candidat contre Ibeka, il était très heureux de faire une photo avec le président de la République. Ah, vous parlez de Djibril Dramé? Non, pas lui, je voulais parler de l'ADP. Okay. Est-ce que, il était très opposant, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est son droit le plus absolu de dire mon pays est en danger, l'union sacrée autour du président de la République, j'y vais. Donc, il faut s'entendre sur un SMIC politique et une feuille de route pour pouvoir gouverner. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, est-ce que le remaniement en cours peut être un moyen de régler en partie ce qu'on a vu récemment? Mais le chef de l'opposition étant Mahmoud Dicko, je pense qu'il va jouer un grand rôle dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Justement, nous allons poursuivre la réflexion autour de cette question à 21h dans Politique, le débat. Robert Dissa qui va recevoir Issa Kaoudjim de la SEMA. C'est à côté de lui Etienne Fakaba Sissoko qui est contre cette manifestation. Également des juristes, Dr Mamadi Sissoko, constitutionnaliste, et Maître Bamata Ben Touré, avocat. C'est à 21h. Deuxième thème de ce débat du dimanche, Abdelmalek Droukdel tué par l'armée française, une opération menée mercredi dernier dans le nord-est du Mali, dans les environs de Tessalit, plus précisément. Baba Ahmed, est-ce que c'est une page de l'histoire du terrorisme qui se tourne avec cette neutralisation? Non, qui se tourne, je ne pense pas. Par contre, c'est un coup dans la fourmilière. Voilà, un peu. On peut le dire comme ça. Mais il faut d'abord un peu décamper les choses. C'est-à-dire que le jeudi dernier, dans l'après-midi, à Telhandak, 20 km de la frontière algérienne et 80 km au nord-est de Tessalit, c'est là, à côté d'Enoued, où l'armée française a intervenu d'abord avec les hélicoptères, et puis au sol, les forces spéciales ont intervenu. Alors, ils ont tué Droukdel, un de ses adjoints, et puis ils ont capturé une personne. C'est clair que c'est un grand coup. C'est un grand coup parce que Droukdel est là depuis bientôt 20 ans. Il est chef d'AQMI depuis 16 ans. C'est quelqu'un qui a toujours été dans les montagnes kabyles et il descend rarement au Mali. On m'a signalé sa présence en 2012 dans le nord du Mali quand le groupe djihadiste avait occupé le nord. Mais c'est quelqu'un de très important et c'est un cadre important dans l'organisation d'Al-Qaïda, c'est-à-dire au-delà même de AQMI, mais dans Al-Qaïda mère, c'est quelqu'un de très important. Donc c'est un gros poisson qui vient d'être éliminé. Cela dit, alors peut-être qu'on va encore réfléchir, on va faire la réflexion là-dessus ensemble autour de la table, mais en tout cas c'est un gros coup aujourd'hui pour le groupe djihadiste, mais aussi pour l'opération Barkhane avec ses partenaires. Oui, justement, les autorités françaises, Baba, on les a entendues, elles ont le triomphe modeste par rapport à cela. C'est un beau résultat, mais ce n'est pas la fin de la guerre. Absolument, ce n'est pas la fin de la guerre dans la mesure où aujourd'hui Droukdel il est très important au niveau du leadership de Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais la force aujourd'hui de ce groupe et même de l'État islamique, c'est sa base endogène. Donc tant qu'on n'est pas parvenu à trouver une solution, d'abord à arrêter l'engagement des communautés au sein de ces groupes-là et finalement à éradiquer ces groupes-là, il serait difficile de créer victoire. Mais cette disparition intervient aussi dans un contexte mondial où il y avait des hésitations, il y avait des bruits, donc ça peut permettre de réconforter la France et ses partenaires sahéliens dans la lutte armée contre ce djihad-là. Mais au-delà de ce fait, il est quand même important de rappeler que c'est intervenu au Mali. Donc la présence de Droukdel au Mali, il faut s'interroger sur cette présence-là quand on sait que on est également dans un contexte où les rivalités deviennent de plus en plus intenses entre l'État islamique et Al-Qaïda dans cette zone-là, et qu'en plus on était dans un contexte national où il y avait des questions de discussion entre
les groupes armés Al-Qaïda entre Ansardine et la Katiba Massina et les autorités maliennes. Donc, au-delà de la mort de Drukdel sur le sol malien, c'est surtout sa présence là. Et qui, enfin, dernière réflexion pour sortir de ce premier tour, c'est est-ce qu'il a rappelé en 2012, il était au Mali, est-ce que finalement, pendant cette période, le Mali, le Nord, n'était pas redevenu cette plateforme-là de présence des groupes extrémistes dans le pays? Oui, Maître Konaré, on a appris que les Américains ont soutenu l'opération. Ça veut dire que le partenariat dans cette zone-là, ça peut apporter des résultats. La zone des trois frontières. Je voudrais vous signaler quelque chose qui peut-être est passé inaperçu. Depuis le sommet de Pau, je n'ai pas vu une seule manifestation en Afrique de l'Ouest, une manifestation anti-française. Parce que tu ne l'as pas animé, c'est tout. Je n'ai pas vu. Alors, en contrepartie, il y a eu le coronavirus. En contrepartie de cette accalmie sur le front populaire anti-français, la France a accru ses efforts antiterroristes. Elle a augmenté le nombre de ses hommes sur le terrain. Elle a acquis des drones Reaper armés, alors qu'elle n'en avait pas. Et elle a multiplié les attaques ciblées contre les chefs terroristes. C'est pourquoi je pense que la mort d'Abdelmalek Drukdel est réelle. J'y crois. Contrairement à l'élimination annoncée de Koufa dans le temps. Voilà, donc j'y crois parce que la France a besoin de donner des gages de son engagement au Sahel. Elle a besoin de montrer qu'elle n'était pas là et qu'elle n'est pas là pour entretenir le terrorisme afin de s'éterniser au Sahel. Oui. Donc l'élimination de Drukdel est une grande victoire pour la France, pour nos pays, mais ça ne mettra pas fin au terrorisme. Oui, certainement. Alors, Drukdel a été tué à 50 ans, alors que Ben Laden a été tué à 54 ans. Ils ne vivent pas longtemps, généralement. Quand vous prenez l'histoire des chefs djihadistes, ce n'est pas des gens qui vivent croulant, 77 ans. Ils ont une moyenne de vie en activité, je dirais, de 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà. Donc il est mort. C'est important de dire qu'il est mort, parce que c'est quand même le chef djihadiste de tous les djihadistes de l'Afrique du Nord et du Sahel, d'obédience salafiste. Ça, c'est quand même important. C'est un vétéran, il a fait la guerre de l'Afghanistan, donc il a dû voir soit Abdullah Azzam ou Ben Laden, des penseurs d'Al-Qaïda. C'est un coup important. Les Français n'étaient pas seuls dans le coup. Les Américains ont aidé, parce que les Américains ont donné des informations. Mais évidemment, ça ne va pas arrêter la lutte. Mais ce qui m'inquiète, ou ce qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qu'il est venu faire dans le nord du Mali. Je pense probablement qu'il est venu régler des problèmes internes, mais qu'il n'est pas venu se cacher, parce que s'il était venu se cacher, il semble que c'est quand il repartait qu'on lui a tapé là-dessus. Ça veut dire qu'il y a quand même une grande inquiétude que personne n'a soulevée ici. Ça veut dire que finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de se déplacer de l'Algérie pour venir s'installer un peu dans le nord du Mali? Est-ce qu'il n'était pas peut-être en repérage pour que la nébuleuse vienne s'installer dans le nord du Mali, ou bien de passer par ici pour aller jusqu'en Libye, parce qu'il est plus facile de passer par le Sahel pour aller en Libye que de passer de l'Algérie à la frontière libyenne. Donc ce sont des interrogations qui méritent d'être posées. Ok, je vais revenir vers vous, mais Baba Ahmed, quand on se met au niveau du téléspectateur, du citoyen lambda, il peut se poser la question en quoi la neutralisation de Drukdel peut impacter sur la situation sur le Mali, par exemple. C'est l'un des principaux leaders de la lutte armée prônée par les groupes qualifiés de terroristes. Donc d'un point de vue stratégique, on peut considérer que AQMI a été décapité par cette intervention militaire. Donc ça, c'est le succès militaire véritable qu'on peut tirer de la chose. Mais ce que Serge vient de dire tout à l'heure est important, mais je l'ai souligné, c'est la présence de Drukdel sur le sol malien, au nord du Mali. Ne rappelle-t-il pas que cette partie malienne est en train de redevenir la base arrière qu'elle était entre les années 2003 et 2012? Oui, est-ce qu'on est en train de casser le deuxième règne des terroristes, puisqu'à un moment on avait appris que Belmokhtar également avait été neutralisé par l'armée tchadienne, aujourd'hui c'est Drukdel. Baba, est-ce que vous pensez que tout cela, ça va impacter positivement sur le processus, la situation
du Mali? Alors, il faut, je pense que les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois nous diront, on pourra mieux voir. Mais la première des choses, moi je pense qu'il faut s'attendre aux représailles. Je pense que dans les prochains mois, il va y avoir des représailles et c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. Deux, il y a des interrogations au sujet de la présence des Druktel au Mali. Je vous rappelle qu'en 2012, il était là quand il y a eu des histoires entre Belmokhtar, Yahya Boulhamam, Abou Zaïd, quand il y avait eu ces différends, il était là. Donc en général, il est là au Mali quand il y a des problèmes à résoudre de différends entre les leaders. Donc là, actuellement, sa présence est au moment où il y a deux événements de mon point de vue. D'abord, le fait que le Mali a ouvert, en tout cas officiellement, des canaux de dialogue avec IAD et Koufa. Je vous rappelle que quand le président de la République a annoncé cette ouverture des dialogues, c'est Drukdel qui a répondu. C'est lui qui a dit, oui, on va aller au dialogue, mais à condition que les Français partent. Et ça, c'était, en tout cas, ça choquait tout le monde parce qu'au moment où le président pense qu'il parle avec Koufa et Iyad, qui sont des Maliens comme lui, il y a un Algérien, un étranger qui lui répond. Donc, secondo, la seconde chose, c'est aussi le fait qu'il vient au moment où des filiales de groupes de l'État islamique et les JNIM, qui est l'organisation dirigée par Iyad Agarali, sont en confrontation et ils se combattent entre eux. Donc, voilà deux faits, en tout cas, qui, de mon point de vue, explique probablement la présence de Drukdel au Mali. Oui, Maître Konaré, en parlant de cette neutralisation, on ne peut pas s'empêcher d'aborder la situation, notamment dans la région de Mopti, où il y a encore des victimes de part et d'autre, que ce soit au niveau de la communauté Dogon, la communauté Peul. Récemment, il y a eu, entre guillemets, des exactions dans la commune de Madougou, dans la région de Mopti. L'élimination de Drukdel va, à mon avis, entraîner des représailles, tant contre l'armée française que contre ses partenaires du Sahel. Il y a une autre chose que j'aimerais signaler, c'est que la mort de Drukdel va engager une compétition pour son remplacement et une compétition entre les supplétifs d'AQMI pour mériter et continuer à mériter de la confiance d'AQMI. Donc, Yad, Koufa et d'autres vont se battre pour que le partenariat avec AQMI qui les nourrit soit renouvelé. Alors donc, il faut craindre le pire. L'élimination de Drukdel n'arrangera rien aux affaires du Nord ni du centre du Mali. Justement, le centre, avec cette parenthèse, puisque le réalisateur nous signale qu'on nous a accordé plus de 20 minutes, compte tenu de l'abondance de l'actualité. Baba, cette parenthèse par rapport à la région de Mopti, où c'est pas encore stable, chaque jour que Dieu fait, il y a des victimes de tous les côtés, aussi bien au niveau de la communauté Peul que Dogon. C'est pas stable encore dans la région de Mopti. Oui, c'est pas stable parce que on a pensé que les dialogues, on a pensé que la prise en charge de certaines prétentions qui n'expliquent pas les revendications de fond ou les causes structurelles de ce qui oppose les groupes socio-professionnels dans ces localités-là pourrait atténuer la situation. Ce qu'on a toujours dit, c'est que dans l'immédiat ou sur le court terme, oui, il pourrait y avoir un apaisement et une période d'accalmie, et que cette période d'accalmie devrait être mise à profit pour justement essayer de prendre en charge les facteurs ou les causes structurelles sur lesquelles prospèrent ces affrontements-là et qu'on observe régulièrement. Oui, c'est puisqu'il y a une trentaine de victimes dans un village, oui. C'est beaucoup. Dans le cercle de Koro, c'est beaucoup. Ouais. Il y a des enquêtes qui sont en cours pour savoir qui a effectivement fait ça. Ça, c'est encore le problème de l'État. On ne va pas refaire le monde parce qu'on va dire les mêmes choses. On va faire les mêmes débats qu'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans. C'est l'absence de l'État, le nouveau dispositif sécuritaire à mettre en place. Et ça, c'est ça le véritable problème. Baba, par rapport à la région de Mopti. Oui, je pense que quand même, à un moment donné, les attaques contre le village Peul, je vous rappelle que ces 5 derniers jours, il y a en tout cas l'association Capitale pour la Coup a recensé plus de 40 morts, essentiellement. Et quand vous voyez les noms et l'âge,
bon, on se rend compte que ce ne sont pas des combattants, c'est-à-dire que c'est des personnes de 63 ans, 50 ans, 60... Donc et là, ça nous interpelle, surtout que du moment où ça coïncide avec cette tension sociale à Bamako, et qu'à un moment donné, quand même, c'était calmé. Et aujourd'hui, surtout qu'on indexe carrément, les associations indexent l'armée malienne alors le mode opératoire, c'est qu'ils viennent à côté d'un village, ils fouillent, ils incendient et puis ils tuent. Et quand je viens de parler de la tranche d'âge des personnes qui sont tuées, en tout cas, ce sont pas des choses... Maître Konaré, vous avez le dernier mot. La situation à Bamako ne doit pas perdre de vue que le sang continue à couler dans la région de Mopti. Le dernier massacre de villageois appel dans le centre est tragique. Et c'est l'armée malienne qui a été accusée de ce massacre. Le ministre de la Défense a promis une enquête rapide. Vraiment, il ne faudrait pas que cette enquête-là soit comme les précédentes, c'est-à-dire une enquête qui ne se termine jamais. Et ça, c'est le rôle de la justice aussi. Voilà. Je vais me permettre de dire ça rapidement. La justice, c'est pas seulement la lutte contre la corruption, c'est pas la justice, c'est ça aussi. Il y a des gens qui ont été arrêtés à Ogosagou, 1, 2, qui ne sont pas jugés depuis. Et donc, il faut que la justice fasse aussi son travail. Et si maintenant, parce qu'on ne peut pas aller chercher les gens, etc., il faut le dire, mais quand il n'y a pas de justice, on ne règle pas aussi ces problèmes-là. Voilà. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci d'avoir suivi ce débat du dimanche consacré à la manifestation du 5 juin dernier, place de l'Indépendance, et puis la neutralisation de Drukdel par l'armée française. Merci de l'avoir suivi. Nos invités étaient M. Cheikh Konaré, avocat, Baba Dakono, juriste chercheur, Baba Ahmed de Nord-Sud Journal, Serge Daniel, journaliste écrivain. 21h politique, les débats avec Robert Dissa autour de Issa Kaoudim, Maître Mamata Touré, Docteur Mamadi Sissoko et Etienne Fakaba Sissoko sur l'après 6 juin. Merci d'avoir suivi ce débat et à dimanche prochain, Inch'Allah.